Alors, ça va peut-être être difficile pour vous maintenant de vous exprimer après tout ça, mais je pense même que dans la salle, il y a sûrement des questions que vous pouvez poser à nos invités ici sur la scène. Il y a aussi des commentaires que vous pouvez apporter, ou peut-être des critiques, peut-être des compliments, peut-être des suggestions, peut-être des témoignages. Donc, il y a 2 micros, un à votre gauche, un à votre droite. Voilà, vous levez la main, et si vous avez la gentillesse de vouloir effectivement nous parler, vous levez la main, vous vous présentez, voilà, et vous mettez debout pour qu'on vous voit, parce que, voilà, moi, je vous vois pas trop avec toutes ces lumières. Donc, est-ce que je vois une petite main qui se lève? Quelqu'un qui voudrait prendre la parole? C'est toujours difficile d'être le premier, mais bon, il faut bien qu'il y en ait qui commence. Oh là là, vous êtes très timide, là, ce soir. Je vois pas de main. Personne n'a envie de dire quelque chose sur ce qu'on vient d'entendre? Si, voilà, monsieur ici. Voilà, le micro vient à vous. Voilà, je viens. Noël Durand, je suis un allié d'ATD de Marseille. Et la question que je voudrais poser peut-être à Paul Boucher, c'est est-ce que faire de la politique aujourd'hui permet encore de résister? Et plus largement, est-ce que pour tous les jeunes qui sont là, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à cette question-là? Politique et résistance. On peut leur dire d'abord d'être extrêmement exigeants pour ceux qui sont des professionnels de la politique. Les professionnels de la politique, ce n'est pas un métier comme un autre, si on le devient. Et donc, ceux qui ne le sont pas ont le droit d'être exigeants beaucoup plus qu'on ne l'est. Sinon, c'est le discrédit de la politique. La politique, c'est soumis à quelque chose de plus large que le politique, c'est le civisme. Encore une fois, on fait des grands discours sur les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, quand ils sont apparus, même imparfaits, en 89, ils s'appelaient les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire pas les droits de l'homme de l'individu tout seul. Quel est le rôle des partis dans une démocratie? Dans la Constitution française, les partis participent à l'expression du suffrage. Ben oui, ça c'est très bien. Il est évident que quand il y a des campagnes électorales, il faut bien qu'il y ait des programmes, il faut bien qui s'engage à quoi. Ce qui est plus important après, c'est quand il sera engagé, est-ce qu'il tiendra sa promesse. C'est une autre question. Mais d'abord, au départ, il est normal que dans le vote électif, il y a des programmes électoraux. La Constitution donne comme rôle aux partis de participer à l'expression du suffrage. Bon. Simplement, les batailles essentielles de civilisation, ça relève pas seulement des partis politiques, qui sont une partie de l'expression, pour le travail législatif, pour l'exécutif après. Mais la vie quotidienne, la vie de tout le monde, c'est le problème du citoyen. Les citoyens, c'est quoi? C'est celui qui participe à une cité. C'est pas jouer sur les mots, les cités. Le mot cité, il vient de loin, très loin. Civitas, c'est le mot romain. C'est la communauté des individus. C'est justement ce qui fait que l'individu n'est pas seul, il n'a pas que des droits. Il a des droits fondamentaux comme homme, celui d'être respecté dans sa dignité personnelle, dans la dignité de sa famille, on s'élargit déjà, dans la dignité de son pays, c'est la lutte des résistants contre l'oppression. Il y a donc une dimension civique qui va au-delà du politique tout court. Le politique, il est au service, à travers le suffrage, encore une fois, des campagnes électorales, des propositions de loi, leur exécution convenable, il est cela. Est-ce que, pour autant, on doit discréditer la politique? Non, car on ne peut pas s'en passer. C'est la phrase de Churchill, je la répète, de tous les régimes, la démocratie est le pire, à l'exception de tous les autres. Alors, la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans parti politique, ça c'est bien clair. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout à tout moment. Ça c'est sûr. Mais les partis politiques doivent être ramenés à leur véritable rôle, qui est effectivement de proposer, au nom des groupes qu'ils représentent, des groupes humains plus ou moins larges. Vous savez très bien qu'une des difficultés de la démocratie, et notamment de la démocratie européenne, si on élargit la France à l'Europe, c'est ce qu'on appelle les groupes de pression, les lobbies,
Il y a des gens qui ont les moyens financiers, on y revient, et les moyens intellectuels de renseignement pour influer sur les partis, influer sur les exécutants de la loi. Donc c'est un tout. Il est clair que ce qu'il faut faire régner, c'est l'esprit de respect de l'égale dignité de tout individu, ça c'est clair, et en même temps que la démocratie ne mérite son nom que si effectivement elle donne à chaque homme, individu, les droits du citoyen, pas seulement les droits de l'homme, c'est les droits de la participation personnelle. Les partis ne doivent pas être ceux qui s'emparent de la parole d'autrui pour ne plus l'entendre ou pour prétendre être que les porte-parole. Y compris à la TD Carmonde, c'est une discussion qu'on a eue souvent, et pour rappel, j'insiste beaucoup, nous ne sommes les porte-parole que quand on nous demande de l'être, c'est-à-dire le croisement des savoirs. Mais il y a le savoir des sachants et il y a le savoir des savants. Je veux bien admettre que je sais un peu plus de droit après 50 ans de je ne sais plus combien que ceux qui n'ont jamais fait de droit. Peut-être, ça ne me donne pas le droit de faire le droit tout seul. Surtout pas. Surtout pas. Il faut écouter le droit, le savoir du vécu. C'est pour ça qu'un groupe comme ATD Carmonde est utile. C'est pour ça qu'en politique, des partis rénovés, il est temps qu'ils se rénovent suffisamment pour être justement moins à l'abri des critiques qui ne le sont parfois, alors que ces critiques sont positives, peuvent être légitimes. Il y a une rénovation de la vie politique française qui est nécessaire. Mais ça passe aussi par ce qu'on a dit, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la presse à l'heure actuelle, où tous les journaux, contrairement à ce qu'avait fait la Résistance, qui avait nationalisé tous les journaux, à l'heure actuelle, les actionnaires sont en bataille pratiquement partout, quels que soient les bords, avec le rédacteur ou leur journaliste, etc. Il y a une bataille qui est derrière ça, une bataille de l'argent. Car imprimer des journaux, les faire diffuser à l'heure d'Internet et tout, il est certain qu'il faut des moyens. Ce n'est pas la simple parole qui les donne. Donc, n'oublions pas, la lutte contre le totalitarisme à l'heure actuelle, la menace la plus grave, c'est le règne du tout argent. Quand le tout argent impose tout, que ce soit en politique, que ce soit dans l'information, que ce soit dans les progrès humains de tout genre. Voilà. Voilà une grande réponse, mais une réponse qui nous permet aussi de réfléchir après. Il y a plein de mots importants. D'autres questions? Là-bas, oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Michaela. Je suis élève du collège Janzé. Et donc, vous avez dit que la loi de l'exclusion c'était faite en 1998. Mais je crois que la loi n'est pas tellement mise en action comme il y a encore de l'exclusion et tout ça. Et je voulais demander, qu'est-ce que vous croyez qu'on doit faire pour mettre en mise cette loi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter l'exclusion? D'accord. Merci. Est-ce que Martine veut répondre peut-être sur l'exclusion? Non, chacun s'exprime un petit peu. Elle parlait de l'exclusion. Elle voulait savoir si ça va continuer. Ce serait bien que vous répondiez à tour de rôle, peut-être, non? Non, vous laissez. Sinon, oui. Elle demandait l'exclusion, est-ce qu'il y a des lois ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que la loi était là pour protéger les personnes de l'exclusion? Est-ce qu'on peut effectivement faire quelque chose pour que ce soit vraiment concret? La loi est une bonne loi. Elle a été arrachée par morceaux. Si vous avez le temps de lire, puisqu'on parle de Geneviève de Gaulle, Le chemin de l'espérance, elle raconte par le détail les obstacles de gens très bien qui trouvaient que l'exclusion, il y a toujours derrière deux choses. Il y a ceux qui disent il faut des lois. Bon. Mais quel est l'esprit de ces lois? Et puis il y a ceux qui disent il faut que les pauvres commencent par eux-mêmes, par s'assumer eux-mêmes. Ça rôde, ça aussi. ATD Carmonde vient de faire paraître quelque chose, les idées fausses sur la pauvreté. Ça, c'est à lire. Ça, c'est une façon de lire, d'agir contre l'exclusion. Les idées fausses. Mais la loi est une bonne loi parce que précisément, contrairement à ce qui était voulu par beaucoup de juristes traditionnels, elle énumère les 6 droits.
J'avais oublié tout à l'heure l'égale justice. L'égale justice, c'est l'application des autres. Il faut que les plus pauvres, que les exclus, soient égaux en justice quand il y a une violation de leurs droits. Or, qu'est-ce qui fait que la pauvreté dure aussi? C'est qu'il y a une inégalité de fait, quelle que soit la qualité personnelle des juges. Tout le monde n'arrive pas à égalité pour faire respecter ses droits. Il est évident que l'exclu, il a plus de difficultés. À l'heure actuelle, il y a des avocats, les avocats qui font le plus d'argent sont ce qu'on appelle des avocats d'affaires. Il en faut, il y a des affaires de tout, d'accord. Mais les affaires sociales, les affaires des pauvres, qui les prend en charge? J'ai présidé 2 fois des commissions de réforme pour ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, l'assistance juridictionnelle. J'ai fait ajouter des textes. Les textes eux-mêmes, ça va, mais il faut derrière qu'il y ait des gens pour exécuter ces textes, les interpréter correctement, pour écouter les plus pauvres. Or, j'ai fait des enquêtes. Je vous parle très simplement d'une partie de ma vie. Dans certains lieux où il y a l'aide juridictionnelle, où il y a des crédits. Alors, les crédits sont toujours insuffisants, mais il y a des crédits. Quand j'enquête auprès de gens de la pauvreté, je leur dis, vous êtes content de votre avocat? J'ai été bâtonnier dans des avocats, moi, je connais cette matière. Vous êtes content? Bon, pas très. Ah bon? Pourquoi? Il fait le savant ou quoi donc? Oh oui, bien sûr, mais pas seulement ça. Dès le début, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je téléphone, on me demande mon nom. Il y a une secrétaire. C'est pas un personnage cruel qui est au bout du téléphone. C'est une secrétaire qui est lui-même une salariée, un salarié du cabinet d'avocat. On lui demande son nom. On lui demande, mais où est votre dossier? Je ne trouve pas votre dossier. Ah ben, je suis à l'AJ. L'AJ, ça veut dire aide juridictionnelle, ou aide de la justice. Elle dit, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que le ton change. Vous savez pas que c'est terrible, ça, comme humiliation? Et elle dit, on me dit, on ne peut pas vous passer le patron au téléphone, mais écrivez-lui. Alors écrivez-lui, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Moi, il y a des jours, déjà, j'ai pas envie d'écrire. J'ai envie de parler, mais pas d'écrire. C'est comme ça. C'est compliqué d'écrire. Pas seulement parce que j'ai la main, j'ai ma maladie, mais aussi parce qu'il faut savoir, etc. Parler, il y a un contact humain, d'homme à homme. On ne l'a pas toujours. Et le système actuel est un système qui, effectivement, robotise les rapports humains. On va demain robotiser encore plus. À l'heure actuelle, il y a une importance extrême à donner dans toutes les professions de contact, comme on dit. La médecine, le droit, il y en a d'autres. Le travail, le monde du travail, bien évidemment. Sur ne jamais faire reculer trop le rapport humain. Au nom des techniques, il y a beaucoup de choses qui se font mieux, apparemment. Mais on est en train de reculer la chaleur humaine qui avait ses inconvénients, mais c'est plus facile de parler à un être, même à se mettre en colère contre lui, qu'à un robot. Voilà. Je prends bonne note. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, là-bas. Non. Est-ce que je pouvais juste répondre à la jeune fille sur son interpellation? Je vois pas là. Vicky, c'est moi. Oui, pardon. Je cherchais la salle. Oui, Clémence. Je voulais juste répondre à la jeune fille, Bien alors sûr. pas sur la loi en particulier, parce que je suis pas une spécialiste. Quand vous avez parlé tout à l'heure, il n'était pas encore arrivé. Donc peut-être redire simplement Ah oui. que Clémence a parlé de Génération Précaire, c'est une association qui essaye d'aider les jeunes à rentrer dans le monde du travail et éventuellement de faire reconnaître qu'ils sont en stage et que ce stage doit être rémunéré. Oui, c'est ça. J'ai résumé. Oui, c'est tout à fait ça. Mais juste pour répondre à ta question, donc toi, tu posais la question sur la loi de 98, voir ce qu'on peut faire pour qu'elle soit mieux appliquée. Malheureusement, cette loi-là, c'est pas la seule à ne pas être bien appliquée aujourd'hui. Et juste, si toi, tu te poses la question, et toi, avec tes camarades, qu'est-ce qu'on peut faire aussi nous, en tant que jeunes, ce qu'on peut faire, c'est s'engager. Et il y a 1000 façons de le faire. Donc ça peut être militer dans un collectif comme je le fais. Mais résister, c'est parfois juste savoir dire
non, je ne suis pas d'accord, cette situation-là, elle me révolte, et parfois on n'ose pas trop le faire parce qu'on a peur du regard de l'autre, on a peur de la réaction de ses camarades, de ses amis, mais si toi, en tout cas si ce sujet il te tient à cœur sur cette loi, c'est aussi de dire non. Et de regarder autour de toi peut-être les initiatives, les mouvements qui peuvent exister et dans lesquels tu peux t'inscrire pour résister aussi. Donc moi c'était une réponse plus globale que je voulais te faire, mais ça rejoint ce que disait Martine tout à l'heure, c'est que voilà la jeunesse a vraiment quelque chose à faire dans cette lutte-là et pour continuer la résistance de nos aînés avec à notre façon aussi. Voilà, il y a 1000 façons de le faire et je pense que c'est important de se dire, alors pas forcément dans des grandes luttes, des mouvements très organisés, mais juste se dire, là, il y a quelque chose qui me dérange, je vais pas laisser passer ça, ce préjugé ou cette idée fausse, et juste de prendre la parole, en fait, c'est déjà résister. Voilà. C'est déjà bien, elle a pris la parole, je trouve, bravo pour une jeune collégienne. Oui, Allez-y, Christophe. Oui, parce que j'allais réagir dans le même sens en essayant de répondre à la question qui avait été posée dans la salle, parce que je trouvais que c'était important, c'est effectivement sentir qu'il y a une loi qui a été votée, il y a l'esprit de cette loi, et cet esprit, il faut le faire vivre, c'est-à-dire que et le combat contre les préjugés, ça en fait partie. Par exemple, il faut savoir que tout un temps, on ne remettait pas en cause le fait que le droit à des moyens convenables d'existence, hein, et le fait que actuellement, de plus en plus, on a tendance à penser que le RSA est une assistance. Ce qui était un droit est devenu, dans la pensée collective, une assistance. Et ce qui fait que là, on transforme l'esprit de la loi, qui fait qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas revendiquer il y a beaucoup de gens qui n'ont pas recours à leurs droits, parce que c'est une humiliation. Et donc, c'est dans ce sens-là que, très quotidiennement, quand on entend autour de nous un enfant traité de cas social, quand on entend des situations comme ça, et c'est pour ça que le mouvement veut là aussi avoir qu'il y ait une loi contre la discrimination pour précarité sociale, que tous ces comportements qui enferment les gens, qui font qu'ils n'osent même plus revendiquer leurs droits, ils peuvent même pas dire leur souffrance, comme disait Lucien, parce que c'est indicible, et à la fin, du coup, le droit ne peut pas être appliqué. Du coup, la loi perd de son effectivité. Donc, le combat, je veux dire, contre les idées reçues, ne pas se laisser envahir par plein de propos qu'on entend à la radio sur les pauvres, sur ils sont feignants, etc., ils veulent pas travailler, etc., parce que ça tue vraiment le ressort pour s'en sortir et pour être pleinement citoyen, parce que la loi, qu'est-ce qu'elle vise? C'est l'accès au droit, mais à travers l'accès au droit, comme le disait Paul Boucher, c'est être citoyen. Hein. C'est à travers l'accès au droit, c'est revendiquer l'accès au droit pour tous. Voilà. Et quand un médecin refuse l'accès de soigner quelqu'un parce qu'il est à la CMU, c'est absolument un scandale. Et ça, c'est des choses effectivement qui sont à l'encontre de la loi de 98. Merci. Alors, on n'a pas précisé que Christophe travaille à ATD Carmonde, c'est quand même important, mais on l'avait compris, je pense, en l'écoutant. Oui, le micro va quelque part. Personne ne veut prendre la parole? Si là-bas? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui bouge là-bas, je ne sais pas si c'est pour voir. Voilà, il y a un micro. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Passy et je suis membre d'un syndicat étudiant. Et donc on a fait le constat pendant toute cette réflexion que c'était important aujourd'hui de résister, de se mobiliser, de s'engager. Moi, ce que je constate au quotidien quand il y a des inégalités, quand il y a des choses qui ne vont pas, par exemple dans nos universités, il est difficile, même si aujourd'hui tous les étudiants ils sont conscients de ces inégalités-là, de les faire motiver, de les faire mobiliser pour changer les choses. Et j'aurais une question, c'était de savoir si est-ce qu'il y a vraiment une réelle résignation de la population tout entière par rapport aux années précédentes,
Ou sinon, quels sont les moyens aujourd'hui pour essayer de mobiliser la population, parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il y a de la pauvreté, on est tous conscients qu'il y a des inégalités, qu'il y a des choses à changer, mais le fait aujourd'hui que quelqu'un, par exemple, se prenne en main pour aider quelqu'un qui est dans la rue, qui souffre de faim dans la rue, tout le monde ne le fait pas. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui permettrait de toucher un maximum de monde pour... Vous voudriez que tout le monde s'engage? Non, pas spécialement. Je sais que en soi, c'est pas forcément possible, mais permettre que si on veut changer les choses, si on est conscient de ces inégalités-là, comment faire pour qu'un maximum de gens qui... Alors je crois que, puisque c'est une question très générale, on va donner à chacun peut-être un petit bout de parole, court tout de même, pour répondre. Vous voulez commencer, Peter Benoît? Dans votre questionnement, il y a plein de choses différentes. Moi, je vais commencer par la fin. La question de la motivation, est-ce que les gens sont désespérés, etc. Bon, je crois pas du tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un mouvement très très profond, mais un mouvement de civilisation, de prise de conscience de civilisation, qui va au-delà de la société industrielle, qui est en train de prendre corps. Et ça, moi, je le perçois d'une façon très très forte. Mais pour autant, comme je le disais aussi tout à l'heure, nous sommes dans un moment de transition où la prise de conscience se fait, mais je dirais l'intendance ne suit pas. Et notamment à cause du fait qu'on n'a rien, je ne sais pas qui, mais rien n'est proposé comme alternative concrète, comme structure, qui sont les structures de la future société. En fait, quand des historiens ont étudié la Révolution française, ils se sont aperçus que au moment où la Bastille était prise, en fait, toutes les structures de la future société étaient en place. Et depuis, ça remontait aux encyclopédistes. C'est-à-dire qu'en fait, ça remonte à très très loin. Donc, on est un peu dans cette situation un peu paradoxale. Donc maintenant, au niveau de l'action, je pense que là aussi, nous sommes divisés. On doit chercher une unité. On doit chercher l'unité entre, par exemple, l'action individuelle et l'action collective. Voilà. On est empoisonné, par exemple, par ce débat-là, entre les gens qui disent de toute façon, il n'y a rien à faire, il faut simplement que je fasse un peu plus de yoga et que voilà. Et puis les autres, c'est l'inverse. Moi, j'essaye de faire du yoga comme du syndicalisme. Je suis dans un syndicat extrêmement minoritaire dont le slogan est « Seule la lutte paye ». À côté de ça, ça ne m'empêche pas de faire du yoga parce que je suis certain que le syndicalisme tel que mon syndicat le prône ne réussira pas tout seul, parce qu'il faut aussi une prise de conscience spirituelle, j'ose le mot, spirituelle. On revient à l'esprit des lois dont parlait Paul Boucher. Voilà. Donc simplement, ce que je voulais dire, c'est que rien, c'est pas foutu, il y a vraiment quelque chose à faire, simplement peut-être ne pas retomber dans les mêmes erreurs, quoi. Les mêmes erreurs, c'est-à-dire de retomber dans la politique, de retomber dans des choses qui nous mènent nulle part. Voilà. Bien, c'est dit. Martine qui n'a pas pris la parole, j'aimerais bien vous la donner. Prenez votre micro, voilà. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais... Il y a beaucoup d'organismes, de structures, d'associations auxquelles on peut adhérer, auxquelles on peut apporter son concours. Mais est-ce que c'est la solution ou moi, je pense que, pour moi, l'important, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif qu'on se fixe, en fait. Moi, j'ai choisi cet engagement de la lutte contre la misère. Et je pense que ce qui, aujourd'hui, est ma boussole, c'est le plus pauvre. Et tant que je serai à côté de personnes en situation de pauvreté, ça veut dire que mon combat ne peut pas s'arrêter. Notre combat ne peut pas s'arrêter. C'est la boussole, ça. Après, il y a 1001 façons de lutter contre la pauvreté. On va bien aujourd'hui. Et là, c'est aussi une question, comment on peut essayer de mettre des intelligences en commun. Au lieu, souvent, on prêche chacun pour sa chapelle. On est les meilleurs, c'est nous, c'est comment on arrive pas à être en permanence dans une opposition,
mais plus dans une complémentarité, dans un combat, avec quand même cet objectif toujours à fixer et à pas perdre, quoi. Après, c'est aussi difficile, hein, quelquefois, de faire chemin avec d'autres. Moi, personnellement, hein, je dis aussi, j'ai envie aussi de dire les choses franchement. Moi, j'ai adhéré au mouvement et à ce combat parce que on m'a délivré de cette question de l'assistance à mon égard. Et pour moi, c'est essentiel parce que tant qu'on est assisté, on peut pas être libre. Et moi, en face des miens aujourd'hui, j'ai envie que ce soit ça qu'on propose. C'est une liberté, quoi, une vraie liberté. Et après, chacun va la définir, chacun va faire sa route. Et chacun doit pouvoir dire de quoi l'autre a besoin. Et je crois que trop souvent, on est aussi à mieux savoir pour l'autre ce qu'il lui faut. Donc voilà, cette question de l'objectif avec qui on est et toujours d'être dans cette exigence de se regarder dans ce qu'on fait et dans ce qu'on propose. Mais je ne sais pas si ça répond. C'est difficile de répondre comme ça d'emblée. J'ai une petite question là-bas. Oui, je vous écoute. Oui, alors Louisa, je suis militante, alors je rejoins Martine. Je voudrais déjà te dire quelque chose. Martine, vraiment, ta pauvreté, c'est la pauvreté des familles du quart-monde. C'est la tienne, c'est la mienne. Et pour la première fois, tu m'as fait pleurer. C'était revivre des choses difficiles. Voilà, on va s'arrêter là. Sur la question pour la jeune fille, je voudrais lui dire qu'il n'y a pas que la loi, excusez-moi. Il n'y a pas que la loi, je me rassois. Asseyez-vous. L'émotion est autorisée. Hein. En fait, il n'y a pas que la loi qui compte. C'est beaucoup d'humiliation. C'est beaucoup de souffrance face à l'école. Et je pense qu'au-delà de la loi, il faut que les jeunes ils aillent parler aux instituteurs pour dire que nos enfants ne sont pas différents des autres enfants. Est-ce que c'est facile à dire ou est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de courage ? Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de courage. Mais je pense que ces jeunes-là, ils sont pas dans le quart-monde, donc ils peuvent dire les choses autrement que nous. Parce que nous, on est tellement touchés dans notre... J'ai 5 enfants qui ont vécu ces choses-là, et on est tellement touchés dans notre cœur de maman qu'on peut pas défendre ces convictions-là. Par contre, quand j'entends la voix de la jeune fille qui pose la question, je me dis... voilà, tout n'est pas perdu. Ces jeunes-là, ils vont intervenir au niveau des instituteurs. Ils vont appeler que nos enfants sont pas des enfants de chiens, qu'on a des enfants normaux, que nos enfants doivent affronter notre pauvreté à nous, que c'est notre faute si on est pauvre aussi. Il faut pas dire toujours que c'est de la faute des autres, parce que je pense que moi, je suis tombée dans la pauvreté, j'avais 27 ans. Je savais pas ce que c'était, j'avais perdu mon travail, comme on perd tous son travail, son compagnon, sa maison, voilà. J'ai tout perdu, j'ai dégringolé, je suis tombée dans le quart-monde comme on tombe dans une soupe. Et vraiment, j'ai découvert et j'ai appris des choses. Et je pense que si j'étais pas tombée dans le quart-monde, je serais pas comme je suis aujourd'hui. D'abord, il y a une ambivalence dans le quart-monde. Toi, je pense que Martine, tu as vécu la même chose aussi. Moi, je faisais de la prévention dans la rue, de la prévention sur la contraception, parce que j'arrivais dans un monde qui m'était totalement inconnu, et je découvrais que la contraception, c'était un mot qui était inexistant. J'étais dans l'affolement, je me disais, c'est pas possible, je vis avec des femmes qui savent pas ce que c'est que prendre la pilule, et c'était notre devoir de dire les choses. Et au milieu de ça, en fait, j'arrive à la rencontre avec Geneviève Anthonioz de Gaulle parce que je faisais de la prévention dans la rue. Et on parlait dans la rue avec des femmes qui vivaient des choses. En fait, je me rendais pas compte. On parlait avec ces femmes qui vivaient des choses encore pires que moi. Et je me disais, mais il faut absolument que j'arrive à les convaincre. Et en fait, j'avais aucune chance de les convaincre. Parce qu'on est tellement dans notre pauvreté, on est tellement dans le déni de tout. On est dans l'urgence, on pense à quoi? Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va manger jusqu'à la fin du mois? Est-ce qu'on va pas être expulsé le mois prochain? Est-ce qu'on va pas nous enlever nos enfants à cause de notre pauvreté? Et on est tellement dans cette, je pense que tu es d'accord avec moi, Martine, on est tellement dans cette recherche incessante de tous ces freins, tous ces blocages, toutes ces lois qui nous empêchent parce que la loi, elle fait pas que nous soutenir. Quand on est dans le quart-monde, elle nous pourrit la vie aussi. Quand on sait pas se défendre,
j'ai la chance d'être arrivé d'une vie sociale comme la vôtre, qui était normale, enfin j'avais un travail, j'avais un job, un compagnon, donc j'avais déjà vécu des choses, j'avais déjà une assise, mais je voyais des femmes face à moi qui s'écroulaient, qui faisaient des tentatives de suicide, qui criaient, qui faisaient des crises de nerfs, enfin je voyais des souffrances, mais je les comprenais pas encore parce que j'étais pas réellement tombée au milieu de ces souffrances. Je voudrais dire une chose essentielle. Quand nous, on a rencontré Geneviève dans la rue, elle est venue vers nous. Je pense qu'on devait être 2 sur le groupe de femmes. On était une 30aine de femmes dans notre cité et on devait être à tout casser 2 à savoir que le nom, à connaître un peu d'histoire et à savoir qui elle était. Et cette dame qui traversait la rue et qui arrivait du RER tranquillement, seule, et qui nous écoutait, nous, ça nous semblait bizarre qu'une dame qui n'avait vraiment pas le même âge que nous écoute notre conversation, et très vite on lui a demandé qui elle était, elle s'est présentée et elle a demandé qui parlait aux autres femmes, donc je me suis nommée, je me suis expliquée, et elle nous a conseillé d'aller au foyer familial de Noisy-le-Grand, du site ATD Quart-Monde, et elle nous a dit qu'on pouvait faire la même chose au foyer familial. Voilà, ça c'est le jour de notre rencontre avec Geneviève. Et ensuite, on a passé, c'est très ambivalent parce qu'on vivait nos pauvretés au quotidien qui étaient vraiment extrêmement dures. C'était pas la pauvreté de maintenant, c'était le RMI qui tombait pas tous les mois, qu'on n'avait pas sur notre compte forcément tous les mois. C'était le 20 du mois où on se demandait qu'est-ce qu'on allait donner à manger à nos enfants jusqu'au 30. C'était les assistantes sociales dont on avait une peur bleue, parce qu'on pensait qu'on allait aller demander une aide alimentaire ou une aide financière et qu'on allait nous prendre nos gosses. C'était vraiment, les freins étaient terribles, étaient énormes, et ils sont encore plus énormes quand vous êtes dans le quart-monde, parce que vous maîtrisez pas les choses et que vous n'avez pas forcément la faculté et les capacités à les comprendre. Et puis, au milieu de tout ça, arrive Geneviève qui nous dit, vous pouvez parler là-bas, vous pouvez vous rencontrer, et qui nous écoute. Et qui écoute nos souffrances, les faits de violence, qui écoute tout sans jamais se lasser. Et nous, on est là à se demander, on témoigne, on lui parle, on lui raconte, et on est là à se demander, mais pourquoi elle nous écoute? En fait, on lui raconte que des horreurs. On lui dit qu'on est battu, qu'on n'a pas à manger, qu'on meurt de faim, qu'on est en train de perdre nos logements. Des femmes font des crises de nerfs, elle les calme, elle les rassure, elle va vers elles. Je pense qu'il y a des volontaires ici dans la salle qui ont vu ces choses, et en même temps on est dans la pauvreté, on est dans la violence, on est dans tout ça, et puis on est propulsé dans un autre monde parce qu'elle nous emmène vers un autre monde, un monde dont on n'a même pas idée. Elle nous emmène voir des ministres pour dire nos souffrances, elle nous emmène voir des élus de proximité, elle nous emmène parler avec des sénateurs, et on se retrouve, on a une partie de notre vie où on est en train de mourir de faim, où on sait plus où on est, on sait plus qui on sait pas si on va pas devoir plutôt sauter par la fenêtre avec nos gosses pour en finir, et on a une autre partie de notre vie qui devient belle avec Geneviève, où on prend des voitures, où on va rencontrer des ministres, où on raconte nos souffrances, où on dit les choses, où on parle enfin, où on n'a pas nous qui n'avons pas le droit, les femmes du quart-monde, de se plaindre à nos parents, parce que nos parents, les 3/4 des parents ont déjà vécu ces choses-là. On se retrouve face à une dame qui nous écoute, qui nous emmène dans des endroits très beaux, qui nous oblige à nous dépasser, à nous recoiffer, à nous faire belles, et à vivre des choses pas essentielles pour nous. Elles peuvent pas être essentielles parce qu'elles sont en dehors de notre monde, mais en même temps, elles sont tellement, tellement belles en fait, je pense que Geneviève, elle arrivait dans notre vie de militante, on est devenues toutes militantes à ce moment-là d'ailleurs, elle arrivait alors moi je l'ai rencontrée en 88 sur ce trottoir, et elle a vraiment, elle nous a vraiment donné un message très très fort, combattre comme elle avait combattu dans le camp, où elle nous racontait de temps en temps des choses. Quand on lui demandait, elle avait vraiment l'extrême politesse de nous raconter quelques anecdotes qui nous semblaient, nous, tout à fait extraordinaires. Et on avait conscience que ces moments-là, c'était vraiment des moments à part, pour nous, des moments privilégiés, parce que on avait du mal à imaginer qu'elle puisse aller dans la rue et raconter ce genre de choses. Ces moments intimes au foyer familial, en fait, nous redonnaient la pêche pour rebondir sur
sur nos pauvretés, essayer de les combattre un peu plus, et surtout arrêter de nous plaindre, parce que quand on l'entendait parler, quand on lui demandait de parler du camp et de toutes les souffrances qu'elle avait vécues, quand elle partait du foyer, après on se regardait et on avait vraiment honte, quelque part, d'avoir parlé de toutes nos souffrances, parce que c'est tellement les nôtres, nos souffrances à cause de la pauvreté sont tellement ont tellement rien à voir avec ce que ces femmes-là ont traversé, qu'on avait honte, mais en même temps on était fiers de côtoyer, parce que pour nous cette dame, ça a été vraiment une ouverture sur le monde dans notre quart-monde. Merci pour ce témoignage. Je trouve que vous avez été extrêmement patient, attentif et même efficace. Cette soirée va s'achever parce que bien sûr les belles choses ont toujours une fin. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule soirée, que ATD Quart-Monde qui a déjà installé son siège et donc sa maison qui vous est ouverte bien sûr à Montreuil. Pendant 4 jours encore, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans cette salle. Claire Hédon, vous êtes vice-présidente de ce mouvement et vous avez des choses à nous dire pour donner envie à toutes ces personnes peut-être de revenir demain, après-demain et encore après-demain. Mais tu as déjà tout dit en fait. Mais alors je crois que Martine veut parler. Martine, oui. C'est juste parce que tout à l'heure, en fait, j'ai pas voulu, j'ai pas osé répondre à la jeune fille. Parce que je suis sûre qu'elle a les réponses à sa question. Je suis sûre qu'elle sait comment s'engager. Et j'avais pas envie de lui donner des conseils parce que je suis sûre que si on lui laisse dire, elle, comment dans un quotidien elle voit qu'elle peut résister, je suis sûre qu'elle peut nous apprendre des choses. Donc voilà. Merci. Ce sera la dernière parole, c'est au principal du collège. Alors, je vais prendre la parole. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix. C'est faut parler fort. Le TGV ce matin qui m'a coupé la voix. Je voulais intervenir vraiment en quelques minutes pour vous dire alors. 2 minutes. 2 minutes. Martine, Madame, merci d'avoir parlé avec toute votre sincérité. C'est important à l'école, parce que je suis chef d'établissement et je vais témoigner en tant que chef d'établissement. C'est important d'entendre votre parole et votre parole a de la place à l'école. Votre parole, elle a de la place à l'école parce que vous n'avez pas à avoir honte, madame, ni de votre vie, ni de ce que vous vivez. D'accord? Vous avez tous une égale dignité, excusez-moi de mon extinction de voix, et tous la même place à l'école. Et votre place, elle est importante parce que je vais vous dire à l'école, dans le cas des fédérations des parents d'élèves, il y a peu de parents issus, on va dire, du monde de l'exclusion, qui osent prendre parole dans des instances comme les fédérations de parents d'élèves. Je dis ça parce que c'est important, parce que vous avez écrit sur le fronton que tous les élèves ne peuvent pas réussir à l'école, mais si, tous les élèves doivent réussir à l'école. Et 100% des élèves doivent sortir de l'école avec un diplôme au moins de niveau 5. Et ça, l'école, elle y parviendra, je vous le dis, à tous, en travaillant main dans la main avec les parents d'élèves qui ont tous leur place à l'école, avec leur vécu, leur parcours, pour qu'on puisse le mieux œuvrer possible à la réussite de leur enfant. Donc n'hésitez pas à vous approcher de vos établissements scolaires, parce que l'école n'a pas le droit de vous indiquer le parcours qui doit être celui de vos enfants. Mais je rappelle que c'est bien aux parents de choisir le parcours de formation de leurs enfants. Voilà. Merci. Claire. Et ça tombe bien que vous évoquiez cette question de l'école, parce que moi justement je voulais vous dire un peu ce qui allait se passer pendant 4 jours. Les débats vont continuer, ça se termine pas aujourd'hui. Au contraire, c'est le premier débat de ces 4 jours de rencontres d'ATD Quart-Monde, des rencontres donc sur les idées fausses, sur les pauvres et sur la pauvreté. Il y aura justement tout un débat sur l'école. Est-ce que tout le monde peut réussir à l'école? Ce sera samedi après-midi. Il y a des débats aussi demain. Alors j'en ai noté quelques-uns sur des idées fausses. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, vrai ou faux. Il y a un débat demain là-dessus. Il y a des débats aussi vendredi toute la journée. Des débats qui ont lieu soit à la maison Quart-Monde, soit ici au théâtre, soit au Méliès. Il y a des débats aussi dimanche sur les pauvres sont traités comme tout le monde, sans discrimination, point d'interrogation sur une question qui a été évoquée ici. Donc c'était pour vous inviter tous à poursuivre ces débats pendant 4 jours avec ATD Quart-Monde. Merci Claire. On va conclure
Et je vais juste conclure, et ce ne sera pas moi qui conclurai, je vais laisser conclure 3 personnes, mais j'ai pris des phrases qui leur appartiennent, même si elles sont ici. Martine Lecor a dit lors d'un débat, et j'ai noté, mais oui, « J'ai compris que nous étions des hommes debout ». On va peut-être dire des femmes, là, en l'occurrence, mais bon. Très bien. Alors, j'ai compris que nous étions des hommes debout, que nous avions du courage, une expérience, une endurance, une résistance, une intelligence, un savoir, du bon sens, une espérance. Tous ces mots que jusqu'à là, je ne m'autorisais pas à m'approprier. Merci Martine, vous l'avez dit. Une phrase de Paul Boucher, que j'ai relevée dans un de ses ouvrages. Vous avez cité Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ça vous est arrivé souvent parce que vous avez fait un parcours avec elle, et vous dites qu'elle termine chacun de ces 2 livres, car elle en a écrit 2, avec le mot qui est espérance. Il paraît que c'est important. J'aurais voulu répondre à madame tout à l'heure qu'il y avait l'espoir et que l'espérance est peut-être encore plus beau. Et elle a cité l'écrivain Bernanos avec cette phrase « Les pauvres ont le secret de l'espérance ». J'aime beaucoup cette phrase et je pense que ça incitera tous ou toutes à réfléchir. Enfin, le dernier mot sera celui de Geneviève de Gaulle elle-même, qui avait dit, et vous avez repris un petit bout de sa phrase tout à l'heure, Paul Boucher, elle a dit qu'elle a toute sa vie été une résistante, et quand on lui posait la question, elle répondait « Je ne suis pas une héroïne, mais je revendique le terme de résistante. Au fond, entre la résistance et ATD, il y a un cheminement commun, le refus de l'inacceptable. » Avec Jean Arnaud et moi-même, nous vous disons merci et bonsoir.